À la une, opération séduction pour François Fillon dans notre département. Arrivé ce matin, le candidat aux primaires Les Républicains va tenter de rallier les Guyanais à sa cause, l'élection présidentielle qu'il compte briguer en 2017. Gabriel Serville montre patte blanche. Après le meeting des frondeurs de la mairie il y a 2 jours, le maire a présenté le bilan de ses 2 premières années de mandat qu'il juge fidèle à ses engagements. Il souligne de la mauvaise foi de la part de ses opposants. La baisse de la dotation globale de fonctionnement au cœur des préoccupations des maires de Guyane. Ils se sont réunis ce matin pour une table ronde face aux sénateurs de Guyane. Ils ont présenté leur inquiétude quant aux conséquences d'une telle réforme. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette tranche d'information. On commence tout de suite avec l'arrivée de François Fillon dans le département aujourd'hui. Comme Alain Juppé il y a 2 semaines, le candidat à la primaire Les Républicains va tenter de rallier un maximum d'électeurs à sa cause. L'élection présidentielle de 2017, une visite donc intense durant laquelle l'ancien Premier ministre entend présenter son programme pour les Outre-mer. On écoute François Fillon. Je viens pour faire campagne dans le cadre de l'élection présidentielle. Je viens présenter en particulier à tous ceux qui iront voter à la primaire de la droite et du centre mon projet. Et puis je viens en même temps écouter les forces vives de la Guyane pour bâtir mon projet pour l'Outre-mer. L'Outre-mer, pour moi, c'est une chance pour la France. La France est une puissance mondiale, mais qui est de plus en plus contestée par des nouvelles puissances qui montent dans le monde. Et si on ne veut pas se recroqueviller sur nous-mêmes, il faut rayonner. Et rayonner dans le monde, c'est d'autant plus facile pour la France qu'elle a ses Outre-mer. Les Outre-mer ont besoin de plus d'autonomie, de liberté, d'adaptation. Voilà. Et on est dans un pays qui est trop réglementé. Il est trop réglementé en métropole, mais c'est encore plus insupportable quand on est outre-mer. Et donc moi, je veux qu'on allège toutes ces réglementations et qu'on mette en place des dispositifs pour que vraiment les spécificités des outre-mer soient respectées. Autre titre de l'actualité, chacun son tour. 2 jours après le meeting de l'opposition à la mairie, mardi soir, aujourd'hui, Gabriel Serville rétorque. Le maire de Matoury livre sa version des désaccords. Il a présenté ce matin le bilan de ses 2 premières années de mandature qu'il estime fidèle à ses engagements. Il pointe du doigt également la mauvaise foi et de la mauvaise volonté de la part de ses frondeurs. On l'écoute. Cette situation, en nous disant... Document à l'appui, Gabriel Serville contre-attaque. Face à la presse, le maire de Matoury apporte des éléments sur une situation qui a trop duré. Dans son collimateur, son premier adjoint, Serge Smoke, l'homme qui tire les ficelles. Un premier adjoint rebelle qui se serait amusé à mettre en place une dynamique de diffamation, d'action et de paroles mensongères. Aujourd'hui, Gabriel Serville réagit. En tant que maire, en tant que chef de file, je me devais d'observer un devoir de réserve par rapport aux attaques que je subissais. Je l'ai expérimenté pendant 20 ans comme chef d'établissement. Je l'ai fait en arrivant ici, en espérant malgré tout que le temps jouerait en notre faveur et qu'à force de dialogue, bien on serait revenu à un fonctionnement beaucoup plus raisonnable. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas porté plainte contre ces agissements du premier adjoint. Aujourd'hui, je constate que la situation n'a guère évolué puisqu'il a persisté à vouloir mettre le désordre au sein de notre conseil municipal. À Matoury, il ne s'agirait pas de problème de divergence, mais de point de vue. Le maire veut encore croire au changement à la fin des chamailleries. Je vais prochainement inviter les élus de la majorité à se retrouver autour d'une table pour pouvoir d'une part faire le bilan des événements passés et d'autre part voir dans quelle mesure on va pouvoir relancer la dynamique parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour ça que la population de Matoury nous a fait confiance pour pouvoir travailler dans le sens de l'intérêt général et pas pour continuer à se chamailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Moi j'y crois parce que je suis quelqu'un de responsable et je me dis que les élus qui m'accompagnent sont responsables. Il y a des élus qui ne sont pas dans la fronde, qui depuis le début ont toujours démontré un sens profond de la responsabilité et qui ont fait le travail au bénéfice de la population. Il y a d'autres élus qui sont laissés embarquer dans une guerre contre le maire avec comme premier frondeur le premier adjoint, parce que je répète à l'envi à qui veut l'entendre que c'est par lui que tous ces problèmes sont arrivés. C'est mon premier adjoint qui a fomenté les troubles contre moi. J'espère qu'il finira par comprendre qu'aujourd'hui la population est exaspérée de la situation et que la population demande aux frondeurs de rentrer dans le rang pour pouvoir se mettre au travail véritablement parce que c'est ça qu'on attend, c'est ce que tout le monde attend. Quant à la question des engagements de campagne, en 2 ans, Gabriel Serville estime avoir tenu ses promesses et ce, malgré les obstacles dressés par les frondeurs qu'il nomme pushistes.
En bref, un homme encagoulé s'est introduit dans une boutique du centre commercial Family Plaza à Matoury cet après-midi. L'homme âgé de 30 ans a semé la panique mais n'a rien déclaré ni réclamé. Il a été interpellé dans les sanitaires où il s'était enfermé. Il est actuellement entendu par la gendarmerie de Matoury. Tout autre chose maintenant, on va parler de la chasse et de la législation avec notre invité Didier Renard, directeur adjoint à la DEAL. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une mission de plusieurs ministères mène en ce moment une consultation sur un projet pour réglementer cette question de la chasse en Guyane. Allons-nous vers peut-être un permis pour chasser en Guyane ? En tout cas, ce seront les propositions vraisemblablement de la mission qui effectivement est en cours, vous l'avez dit. C'est une mission qui en fait est la deuxième étape d'une première étape qui a déjà eu lieu. Une première partie a déjà eu lieu en 2015, au cours de laquelle, donc, comme on l'avait dit, 3 ministères en fait sont à l'origine de cette demande de mission, l'outre-mer bien entendu, l'écologie et l'agriculture. On rappelle quand même que justement la Guyane est le seul département où un permis de chasse n'est pas requis pour le pratiquer. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est cette lacune juridique qu'il nous faut combler pour différentes raisons. C'est un avis. On sait pourquoi justement on a cette lacune juridique qui concerne le département de la Guyane ? Je vous avoue que vous me posez une colle. Désolée. D'accord, donc en fait ce changement va nécessiter quand même toute une formation, tout un circuit qui va devoir s'installer et qui doit se mettre en place. Et on envisage d'ici combien de temps à peu près ? Je n'ai pas de délai encore aujourd'hui. La mission n'est pas terminée. L'idée, c'était bien de recueillir auprès de l'ensemble des parties prenantes, ce qui a été fait en 2015. Environ 200 personnes ont été rencontrées, des élus, des autorités coutumières, des associations, des chasseurs, d'autres usagers de la nature, bien sûr. Justement, au niveau de la population, comment est-ce que cette proposition d'un permis est reçue ? Alors, je sors tout juste d'une réunion publique qui a réuni une cinquantaine de personnes. Alors, s'en dégage un consensus très favorable à la mise en place d'un permis. Il faut rester prudent parce que ne sont venus à cette réunion publique que les gens qui étaient très concernés, des chasseurs, on va dire, confirmés, souvent membres d'une association et donc plutôt favorables à un encadrement. Quand même, depuis 1968, il y a eu des tentatives de mise en place d'un permis et ça ne fonctionne pas, en tout cas un permis de chasser en Guyane. Qu'est-ce qui pousse l'État aujourd'hui à vouloir instaurer cette réglementation ? Il faudrait poser la question au ministre, mais je pense que l'idée, c'est déjà d'homogénéiser le traitement sur l'ensemble du territoire. Quand même, ça date depuis 1968, oui, alors on dit aujourd'hui en 2016. Ça date en effet. Qu'est-ce qui a changé ? Cela dit, je pense qu'on a tiré les enseignements également du passé, des périodes transitoires qui ont été mises en place également en métropole, parce qu'on passera pas brutalement d'aucune législation à tout de suite un permis. Il y aura bien entendu une période durant laquelle on va reconnaître les compétences et l'expérience des chasseurs qui aujourd'hui pratiquent, et pratiquent bien. Voilà. Vous évoquez justement des chasseurs, en tout cas dans cette consultation, des chasseurs qui sont plutôt confirmés ont été consultés, mais quand même la chasse, ça reste une pratique traditionnelle en Guyane, c'est-à-dire quelqu'un a une arme et peut comme ça partir chasser. Est-ce que ça ne va pas justement être compliqué au niveau du reste de la population à mettre en place ? Alors on espère que non. Bien entendu, des formations seront dispensées pour, à la fois sur la sécurité, sur la connaissance de la forêt et la connaissance de la faune. Ce qu'on a constaté, c'est ce qu'avait constaté la mission en 2015, c'est que la transmission du savoir par les anciens vers les nouveaux chasseurs, vers les jeunes, se fait de moins en moins. Donc très clairement, je pense que le besoin de formation un peu plus, on va dire, un peu plus métropolitaine quelque part, c'est pas le bon terme. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une volonté de protéger aussi l'environnement, les animaux, puisque c'est quand même de ça dont il est question. Bien sûr, bien sûr. Et alors du coup, comment ça va se mettre en place ? Parce qu'on parlait de tradition, c'est quand même une coutume assez ancrée dans pas mal de communautés, je pense notamment aux Amérindiens. Tout à fait. Comment est-ce que l'État compte se glisser dans ce chemin-là ? C'est une vraie difficulté parce que dans les zones de droit d'usage collectif, les SDUC, effectivement, le droit coutumier prend le pas sur le droit national. Cela dit, mettre en place un permis de chasse, si on évoquait la possibilité d'un permis à 2 vitesses, ça deviendrait très vite incontrôlable. Donc je pense qu'on ira, avec quelques aménagements certainement, vers un permis unique. Donc pour l'ensemble de la population guyanaise, qui conviendra bien sûr d'adapter encore une fois au travers d'une période transitoire. D'accord, et justement on n'envisage pas encore vraiment de date
pour savoir à quel moment on va se lancer dans le permis de chasser. En tout cas, c'est noté. On note déjà toutes ces informations et on vous remercie, Didier Renard, d'avoir été avec nous pour toutes ces précisions. La baisse de la dotation globale de fonctionnement au cœur des préoccupations des maires de Guyane, je vous l'annonçais en titre. Ils se sont réunis ce matin pour une table ronde face aux sénateurs de Guyane. Ils ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences d'une réforme de ce dispositif essentiel pour le fonctionnement des collectivités. Une réforme qui devrait entrer en vigueur sous peu. On fait le point avec Xavier Paul Lepelletier. Construire des écoles, soutenir la jeunesse ou tout simplement entretenir la commune, autant de prérogatives qui incombent aux maires guyanais. Pourtant, avec la réforme de la dotation globale de fonctionnement, les édiles savent qu'ils devront faire plus avec moins. De quoi les alarmer. Makoria est une commune qui est en pleine explosion démographique. Donc en termes de DGF, nous sommes très vigilants sur les dotations de l'État. C'est une commune où nous devons pratiquement construire un groupe scolaire par an pour faire face à nos obligations en termes de transport, en termes de voirie et autres. Dès qu'il s'agit donc de finances publiques, c'est très préoccupant. Des finances publiques problématiques pour les communes en termes de dotation comme en termes de recettes fiscales. Le travail fiscal n'est pas fait de façon correcte en Guyane. C'est un travail qui relève de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui argue du fait que dans le cadre de la compression du personnel, suite à la rigueur budgétaire imposée par l'État, elle n'a pas suffisamment de ressources humaines pour cadastrer suffisamment le territoire guyanais. Le cadastre est la base pour les recettes fiscales, dans la mesure où on a un cadastre qui est insuffisant déjà, puisque 5% à peine du territoire guyanais serait cadastré, c'est autant de recettes fiscales qui nous échappent. Donc d'un côté, on n'a pas les dotations de l'État qu'on devrait avoir, de l'autre, les recettes fiscales qui sont des ressources propres ne sont pas suffisamment couvertes par la DGFiP dont c'est le rôle. Donc vous comprenez très bien qu'on arrive à avoir des situations financières très délicates, très difficiles et pour beaucoup en situation déficitaire. Face à ce péril annoncé, pour l'Association des maires de Guyane, une seule solution, la mobilisation. Au prochain congrès des maires, nous allons faire en sorte de rencontrer le président des maires de France, mais aussi le gouvernement au plus haut. Donc les 22 maires seront, je l'espère, présents sur la métropole avec nos sénateurs, nos députés, le président de la CTG, pourquoi pas, pour qu'on puisse plaider la cause Guyane. Parmi les priorités de l'AMG, il faudra commencer par saisir le Parlement à propos de la non-rétribution de l'octroi de mer, une bagatelle qu'il chiffre à 27 millions d'euros pour l'année 2015. Restez avec nous dans quelques instants, nous verrons l'hommage rendu à Aimé Césaire à Fort-de-France hier. Des plaques ont été dévoilées à son honneur, des plaques commémoratives fixées dans l'écorce de 3 arbres. Vous allez le découvrir et puis nous partirons à Port-Louis en Guadeloupe où après 6 mois de travaux de rénovation, le petit train est de nouveau opérationnel. Reportage à suivre. Voilà 8 ans qu'il est parti et à Fort-de-France, le mois d'avril est synonyme d'hommage à Aimé Césaire. 3 plaques ont été dévoilées hier matin dans le jardin du parc qui porte son nom. Des plaques commémoratives fixées dans l'écorce de 3 arbres à l'ombre desquels tous pourront se recueillir. Myriam Bouakoula. Un baobab qui pousse dans les jardins du parc Aimé Césaire depuis 1996. L'arbre, originaire d'Afrique, peut atteindre 20 mètres de haut. Les graines de celui-là ont été offertes à Aimé Césaire par Léopold Sédar Senghor lors d'une visite en Martinique. Un arbre de vie commémoré à l'occasion des 8 ans de la mort du poète. Les arbres ont été plantés avec une certaine proximité qui fait qu'on aura un hameau d'ombre au centre, un lieu reposant où on pourra venir se recueillir. Mais le parc aussi va évoluer en termes d'aménagement paysager, en termes d'évolution de plantation, pour le rendre toujours beaucoup plus accueillant pour la population. L'arbre d'Aimé Césaire, le Boucaré, bourgeonne quelques semaines avant l'apparition de fleurs oranges. Le courbaril, l'arbre de Léon Gontran Damas, est lui aussi désormais orné de sa plaque. Mais c'est l'histoire de la négritude qui intéresse les scolaires. Blanc ou noir, peut-on parler de race au XXIe siècle? La négritude, point,
mes soleils de la race. Commémorer le 8e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, c'est aussi l'occasion de transmettre aux futurs lecteurs du père de la négritude. Ceux qui sont noirs, qui doivent être fiers de leur couleur. On est là aujourd'hui pour reconnaître que l'homme noir, c'est une culture maintenant. Et aussi parce que le mot nègre a été rétabli pour que ce soit un compliment, parce qu'avant c'était une insulte. C'est le respect de l'homme noir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été enfermées dans des prisons parce que les Blancs les regardaient. D'autres cérémonies auront lieu ce mois-ci en souvenir du poète. Aimé Césaire nous a quittés le 17 avril 2008 à 94 ans. En Guadeloupe, maintenant, les balades en train vont pouvoir reprendre sur le site de Beauport à Port-Louis. Après 6 mois de travaux de rénovation, le petit train est de nouveau opérationnel, l'aboutissement d'un travail de forcené. Reportage Linda Kayarsi. Ce matin à Beauport, démonstration directe des travaux effectués sur la voie ferrée du site. Pendant 3 mois et demi, mon équipe, soutenue par l'équipe de M. Élise, c'est-à-dire en tout, ça fait une somme de 12 agents. Ils ont dû changer 1200 traverses, un peu plus de 1200 traverses, mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire aussi ces changements de rails, les changements d'éclisses, les changements de tire-fond, tout ça qui appartient à la voie même. Sous la chaleur, sous la pluie, dans des conditions qui ne sont pas forcément agréables, et c'était vraiment extrêmement physique. Plus de 3 mois de travaux auxquels Patrick, jeune retraité depuis le mois de juin, a participé. Ça me fait un passement au cœur et je suis content à la fois parce que moi je dis à un certain moment, on a transmis son savoir, il faut que les gens qu'on a formés puissent transmettre leur savoir aussi à d'autres générations. En fait, quand j'ai remarqué, depuis que je suis arrivé en Guadeloupe, puisque j'étais à la SNCF, ils m'ont détaché, la seule chose que j'ai remarqué, que tous les gens qui ont travaillé sur le site de Beauport, ils aiment bien Beauport, mais ils aiment bien travailler sur la voie ferrée. Ils aiment la voie ferrée. Et en plus, dès qu'ils demandent une formation, dès on leur demande est-ce qu'ils veulent faire une formation, ils disent oui, je vais faire une formation, mais pour travailler sur la voie ferrée. Désormais, le petit train de Beauport sillonne le bassin canier du Nord-Grande-Terre avec des wagons entiers de découverte. Le package de base, c'est arriver à Beauport, visite du site, qui est un merveilleux site avec des espaces verts extraordinaires, des espaces musées. Ensuite, balade en petit train entre Port-Louis et Petit Canal. Et nous avons également d'autres produits qu'on propose à notre clientèle pour mettre en valeur les autres sites du Nord-Grande-Terre, qui sont des packages, c'est-à-dire Beauport, plus des sites, par exemple le Marais port-louisien, par exemple une balade dans le grand cul-de-sac marin à Petit Canal. On fait des packages pour permettre aux visiteurs de visiter les autres sites touristiques du Nord-Grande-Terre. Aujourd'hui, le pays de la canne se veut avant tout une offre touristique innovante et dynamique. Écoutez, il ne vous a pas échappé que le territoire du Nord-Grande-Terre est quand même un petit peu à l'écart des routes touristiques majeures. Donc si nous souhaitons attirer nombre de touristes ici sur le site de Beauport, il nous faut renouveler notre produit touristique, trouver un positionnement qui réponde à la nouvelle demande des touristes et qui soit quelque part innovant et que nous n'allons pas retrouver sur d'autres parties de notre territoire, de telle façon qu'on puisse les attirer, les faire rester et prendre plaisir dans cette partie du territoire qui a tellement d'atouts. En résumé, un nouvel atout de développement pour les communes de Petit Canal et de Port-Louis. Beauport a été un poumon de développement de Port-Louis et du Nord-Grande-Terre. Aujourd'hui, on ne peut pas, c'était au moment de la canne. Aujourd'hui, effectivement, on n'a plus de canne autant. Ce n'est pas en tout cas son premier objectif. Mais en termes d'atouts touristiques, avec la plage du Soufflet, il va falloir trouver le maillage nécessaire, faire que le Beauport, le pays de la canne, la plage du Soufflet, le port de Port-Louis, le lycée que nous avons, et bien, tout ça dans un véritable projet bien pensé, bien structuré, que finalement ça sera pour nous le fleuron des atouts touristiques du Nord-Grande-Terre et de Port-Louis. La locomotive de Beauport, pays de la canne, avance donc sur de bonnes rails en direction de terres pleines de promesses. Retour chez nous à présent avec ce séminaire du Lions Club anti-Guyane qui s'est ouvert aujourd'hui en présence d'anciens directeurs internationaux. On rappelle que le club service intervient dans le monde entier et réunit plus d'1 million de membres. Il est particulièrement actif en Guyane. Jusqu'à dimanche, les quelques 200 membres venus du Suriname, des Antilles et de toute la Caraïbe aborderont de nombreux projets. On écoute les précisions de 2 représentants.
Notre district est divisé en 4 zones, la zone Martinique, la zone Guadeloupe, la zone Guyane et la zone Île de Saint-Martin, Île de Saint-Barthélemy. Donc les présidents de zone vont intervenir pour nous rappeler toutes les actions menées et tous leurs projets d'action au niveau de leur zone proprement dite. Demain dimanche, nous aurons une assemblée générale pour élire le prochain gouverneur, le gouverneur 2016-2017, ainsi que les 2 vice-gouverneurs qui doivent entrer en fonction à partir du 1er juillet. La thématique cette année, comme je disais tantôt, c'est dignité, harmonie et humanité. Pourquoi que notre président a choisi ce thème-là? Bien, la dignité, il faut montrer notre dignité envers toute notre association, envers la population. L'humanité, on a des projets mondiaux que c'est justement pour l'humanité. On a pour notre 100e anniversaire des Clubs Lyon l'an prochain atteindre 100 millions de projets de services à atteindre. Nous sommes rendus à 77 millions. Il reste encore 1 an et demi parce qu'on veut atteindre ce nombre de 100 millions d'actions à travers le monde d'ici juin 2018. Fait qu'il nous reste encore pratiquement 2 ans à atteindre ce chiffre-là. Il va être dépassé, c'est sûr et certain. Vous ne le saviez peut-être pas, aujourd'hui s'est tenue la Journée mondiale de la Terre, l'occasion de nombreuses actions et manifestations en faveur de sa protection. Mais quel est le regard sur la question en Guyane? Xavier-Paul Lepelletier a récolté vos messages. La Guyane, elle a l'image de notre planète, il faut la préserver. Il faut aimer notre planète et il faut nous aimer. Très belle et chère planète, j'espère que tu dureras très très longtemps encore. Merci beaucoup. Et on a besoin de toi. Ma petite planète, je t'aime, prenez soin de ma planète, merci. Préservons notre terre et je porte bien le slogan puisque mon sac le porte. C'est l'héritage que nous laissons pour nos enfants, nos petits-enfants, donc tous ceux qui sont en ce moment sur Terre, qu'ils en prennent soin. Avec tout ce qui passe dans le monde, on prend peur et on ne sait plus où on va. Donc beaucoup d'amour pour tout le monde et surtout beaucoup de paix. Il est grande, très grande, et il y a beaucoup de trucs qui sont merveilleux. On la remercie, on fait attention, on la protège, voilà. On essaie de la préserver du mieux qu'on peut. Nous l'adorons. Il faut préserver la planète, arrêter de jeter par exemple des sacs en plastique dans la forêt, dans les fleuves. Ma petite planète, j'espère qu'elle va se régénérer d'elle-même, que la nature et les personnes qui y habitent, c'est-à-dire l'ensemble des espèces, auront l'intelligence de reconstruire et qu'on puisse aller vers un monde meilleur. Alors ma petite planète, ce que je lui souhaite, c'est qu'elle ait des humains qui la méritent, tout simplement, des êtres humains qui la méritent et qui respectent tous les êtres vivants, que ce soit les humains ou même les animaux. Pour finir ce journal, notez qu'il n'y a pas eu de lancement Soyouz ce soir. Le lanceur russe devait placer en orbite le satellite d'observation Sentinelle-1B pour le compte de la Commission européenne à 18h02. Les mauvaises conditions météorologiques ne le permettant pas, le lancement a été repoussé à demain soir. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Opération séduction pour François Fillon dans notre département. Arrivé ce matin, le candidat aux primaires Les Républicains va tenter de rallier les Guyanais à sa cause, l'élection présidentielle qu'il compte briguer en 2017. Gabriel Serville montre patte blanche. Après le meeting des frondeurs de la mairie il y a 2 jours, le maire a présenté le bilan de ses 2 premières années de mandat qu'il juge fidèle à ses engagements. Il souligne de la mauvaise foi de la part de ses opposants. Enfin, la baisse de la dotation globale de fonctionnement au cœur des préoccupations des maires de Guyane. Ils se sont réunis ce matin pour une table ronde face aux sénateurs. Ils ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de la réforme. Merci d'avoir été avec nous dans quelques instants. L'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM. Puis ce sera votre émission Face à Face présentée par Farouk Amri. Très bonne soirée à vous, à lundi.